Merci pour votre présence, pour avoir accepté de revenir sur la chaîne. Je rappelle, la dernière fois que vous étiez venu, c'était en août, pour un Oui, échange d'une heure sur le droit international et les droits humains en 2025. Bon, ben aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis content de vous accueillir, mais aussi triste à la fois parce que ça veut dire qu'il y a des choses à dire et des choses qui inquiètent. Et ce qui inquiète aujourd'hui, c'est le droit international. Et voilà, on va tout au long de cet échange aborder le sujet du droit international, notamment au travers de ce qui se passe au Venezuela et aux États-Unis, en se posant aussi la question de savoir si la remise en cause du droit international par la première puissance du monde n'acte pas en partie aussi la fin de celui-ci, comme on pouvait imaginer la Société des Nations avant la Seconde Guerre mondiale ou autre. Donc ça sera un peu notre fil conducteur, mais évidemment on va avoir plein de questions tout au long de cet échange. Donc bonjour à vous et encore merci de votre présence. merci à vous. Alors, est-ce que vous souhaiteriez peut-être nous faire une petite introduction, vous, sur rappeler ce qu'est Amnesty pour ceux qui vous découvrent? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Amnesty est un mouvement de défense et de promotion des droits humains. C'est un mouvement international donc, qui s'appuie sur un certain nombre de sections réparties à travers le monde et coordonnées avec un secrétariat international qui se trouve à Londres. Donc, notre association existe depuis 1961. Notre boussole, c'est le droit international et notamment le droit international concernant les droits humains. Bien sûr, nous travaillons très étroitement avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce qui nous caractérise, c'est à la fois notre indépendance, indépendance au regard de tout gouvernement, de tout parti politique ou de toute autre organisation, et autre principe, c'est notre impartialité. Donc nous avons souvent à le réaffirmer, c'est-à-dire que notre seul camp est celui des droits humains. Nous ne prenons parti pour aucun régime, aucun parti politique. Et donc ce qui vraiment nous préoccupe, c'est la défense des droits, quel que soit l'endroit où ils sont bafoués et qui que soient les victimes des violations des droits humains. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler en termes comment dire ça, de nombre un peu où vous êtes présent, combien vous avez de personnes à Amnesty dans les différentes sections du monde, parce que je rappelle, hein, Amnesty International, il y a international dans le nom, et donc vous êtes présent sur tous les continents. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Oui, alors nous totalisons sur l'ensemble de la planète environ une petite dizaine de millions de membres. Et nous avons donc actuellement 72 sections donc sur les 5 continents, avec des sections qui sont très importantes, comme la nôtre. La section française est la 4e section en termes d'importance parmi les 72. Et puis nous avons des sections qui sont beaucoup plus modestes, avec peu de salariés en fait qui travaillent autour de la section. Voilà, donc c'est 72 inégales. Par contre, ce sont les sections comment dire, qui parviennent à suffisamment de dons de la part des particuliers qui aident au financement des petites sections qui, elles, ne sont pas autonomes en termes de financement. En France, c'est 130 000 membres sur le territoire. Et c'est un secrétariat national particulièrement important puisqu'il est composé de plus d'une centaine de salariés. 30 000 membres, ce qui vous place peut-être dans les plus grosses ONG associations françaises, non? Oui, enfin, certainement, je n'ai pas en Oui. tête les chiffres des autres associations, mais c'est vrai que Amnesty International bénéficie voilà, d'une puissance, on va dire, en lien à la fois avec son nombre d'adhérents, mais aussi avec le travail que l'association réalise donc, maintenant depuis longtemps. Voilà, donc nous sommes consultés au niveau des Nations Unies. Nous avons donc à travers le monde voilà, une légitimité certaine et une crédibilité qui est liée essentiellement au sérieux de nos enquêtes, puisque nous ne dénonçons, on va en reparler, mais nous ne dénonçons et nous ne qualifions que les choses que nous avons pu nous-mêmes voilà, prouver au terme d'enquête voilà, et de regroupement de preuves. Donc c'est extrêmement important pour nous de le dire parce que c'est ça qui fait notre crédibilité. Bien sûr.
Alors on va commencer à rentrer dans le sujet du coup assez rapidement. Alors je vais vous citer une phrase d'un personnel politique français et vous allez essayer de me dire selon vous de qui elle provient. Alors je cite, c'est une phrase qui date d'hier, voilà pour la situer. Le droit international n'a jamais vraiment existé. Tous les pays l'adaptent à leur intérêt. Déjà, quel est votre sentiment quand vous entendez ce genre de propos? C'est toute la difficulté du droit international. On pourrait déjà passer 1 heure rien que sur cette question que vous venez de me poser, parce que le droit international, qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, Mhm. au nom de plus jamais ça, on faisait référence aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale et notamment la Shoah. Donc, afin qu'il n'y ait plus jamais ça, les États ont constitué le droit international qui avait pour objectif, en fait, de prévenir des États qui ne respecteraient pas les droits humains, les droits des personnes, les droits des peuples. Donc, autrement dit, le droit international, il est fait en quelque sorte pour veiller, pour contrôler que les États respectent bien les droits de leur peuple et des peuples voisins. Alors, forcément, ça peut aller parfois en contradiction avec certains pouvoirs ou certaines politiques d'État. Et donc, ceux qui violent les droits humains dans leur propre pays n'ont de cesse que de critiquer le droit international, Bien sûr. puisque c'est celui-ci qui est susceptible de les empêcher de faire ce qu'ils souhaitent faire. Alors, on va voir aussi que le droit international est parfois en contradiction donc, avec des intérêts nationaux. Et donc, tout va se jouer justement dans cette façon d'appréhender le droit international pour dire, ben, il est obsolète, il n'est pas conforme à notre culture, il n'est pas adapté à nos lois internes, etc. Ben, les États qui veulent en fait qui souhaitent ne pas respecter ce droit, ne vont avoir de cesse que de le critiquer et de dire bien sûr qu'il est obsolète. Et alors, du coup, pour vous donner le nom de la personne qui avait cité ça, et du coup, eh ben, c'est David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Voilà. C'est des propos qui maintenant sont tenus par des dirigeants comme les dirigeants de l'AMF, voilà, ce ne sont plus des propos qu'on pouvait entendre du côté, on va dire, de l'extrême droite ou même de l'extrême gauche fut un temps. Là, on est dans des, on va dire, les partis de gouvernement. Maintenant, il y a cette remise en cause. Je rappelle récemment Gabriel Attal qui avait fait une déclaration, vous avez dû l'entendre parler, qui expliquait que pourquoi aujourd'hui on resterait, pour caricaturer les derniers dindons de la farce, à respecter les règles du droit international, tandis que nos voisins ne le respectent plus. Et un peu la question que du coup j'ai à vous poser sur le sujet, c'est qui en fait aujourd'hui est en capacité de garantir l'application de ce droit international? Qui est le gendarme de ce droit international d'une certaine façon? S'il y en a encore un. Oui, c'est une question effectivement compliquée. Je vais d'abord dire qu'en fait, le droit international n'a de valeur, n'a d'importance que par la volonté des États de le respecter. Mhm. Si les États ne veulent pas respecter le droit international, ben forcément, il ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc, on est bien d'accord là-dessus. Alors, il y a des instances internationales qui sont censées faire respecter ce droit international. On pensera à Et la CPI notamment, par exemple. alors, oui, tout à fait. Bon, d'abord, il y a la question des Nations Unies, qui, bien entendu, aussi, voilà, et du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un Vaste sujet. garde-fou. Voilà, on va en reparler. Mais il y a aussi la Cour internationale de justice, qui est compétente pour revenir vers un État qui ne respecterait pas le droit international ou qui commettrait des crimes, notamment des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Et nous avons d'autre part la Cour pénale internationale qui, elle, est compétente pour juger des personnes qui n'ont pas respecté le droit international. Voilà, ce sont ces deux instances-là qui sont particulièrement importantes, mais qui aujourd'hui sont dénoncées par certains États, dont notamment les États-Unis. Oui, pour rappel, c'est là quand même où se pose la question
du poids de certaines de ces organisations. Non, je vais surtout aller sur la CPI, parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui, la CPI, les plus grands pays en termes de population, par exemple, n'en font pas partie. Si je prends les États-Unis, si je prends l'Inde, si je prends la Chine, la Russie, nombreux pays d'Afrique, de la Corne d'Afrique, etc., tous les pays du Moyen-Orient, énormément de pays dans le monde ne reconnaissent pas la CPI, ou se sont retirés du statut de Rome d'ailleurs. Comment on fait pour appliquer des décisions de la CPI quand les États et les chefs d'État qui sont visés par ces sanctions ne reconnaissent même pas cela? Et quand je prends l'exemple, la CPI a condamné Benjamin Netanyahou, par exemple, à être interpellé quand il passait dans un État membre. Quand même là, les États concernés ne les interpellent pas dans leur ciel, dans leur espace aérien. Alors, comment on fait? Alors, en fait, même si l'État dont est issue la personne qui est condamnée par la CPI, même si son État ne reconnaît pas la CPI, rien n'empêche les autres États qui l'ont reconnue d'arrêter cette même personne lorsqu'elle est sur son territoire. Donc, et lorsqu'on parle du territoire, on parle aussi, bien entendu, de l'espace aérien qui lui appartient. Donc, pour faire référence à Netanyahou, c'est tout à fait ce qu'on a pu évoquer. Il n'a pas été arrêté lorsqu'il est venu en Europe. Il a survolé le ciel français et les autorités françaises l'ont autorisé à survoler le ciel français. Ouais, et on me cite Poutine en Mongolie, par exemple, Mongolie qui est un des rares pays de cette région à être dans la CPI. Enfin, à reconnaître la CPI, par exemple, aussi. Voilà. Voilà. Donc on voit bien, et j'en reviens du coup à ce que j'évoquais en introduction, le droit international ne vaut que par la volonté des États de le respecter. Quand on ne respecte pas, voilà. Alors, bien évidemment, il y a des mécanismes derrière et il y a aussi des possibilités à terme de demander aux États de rendre, ou aux personnes de rendre des comptes par rapport à la non-application du droit international. Reprenons l'exemple de Duterte, ancien président des Philippines, mondialement connu pour toutes les horreurs qu'il a pu commettre dans son pays, qui a été enfin arrêté et remis à la CPI. Donc, certes, on ne peut que regretter le temps que ça a pris, mais qui, il y a 10 ans, aurait imaginé que Duterte serait présenté vraiment, réellement, à la CPI. Et voilà, on y est arrivé. Donc, il faut aussi se dire, certes, ça n'est pas simple. Aujourd'hui, on voit par rapport à des personnes comme Netanyahou ou son ministre, voilà, ou Poutine, on voit bien que les choses sont compliquées à partir du moment où les États ne veulent pas respecter ce droit. Mais je ne suis pas sûre que dans 10 ans, on ne pourra pas dire autre chose. Alors là, du coup, on va se tourner un peu vers ce qui s'est passé au Venezuela. En amont, je tiens juste à reposer une petite question qui vient de m'échapper en parlant. Super. Bon, ben, on va aller sur le Venezuela, ça me reviendra après, désolé. Donc, Venezuela, 3 janvier, si je ne me trompe pas, dans la nuit, les États-Unis, la Delta Force fait une opération non reconnue par le Congrès américain, important de le rappeler, hein, non reconnue par le Congrès américain au Venezuela, capture du président vénézuélien après sabotage sur place des armes de défense antiaérienne russes notamment. Une centaine de morts dans les derniers chiffres, dont moitié des militaires cubains, moitié des militaires vénézuéliens et quelques civils. De là, le président vénézuélien Nicolas Maduro et sa compagne exfiltrés, kidnappés peut-être, je ne sais pas quel vocabulaire vous employez dans le cadre du droit international, ça va être une question justement. Et on se retrouve donc avec un chef d'État qui, sans l'accord de son propre congrès, se permet de mobiliser de telles forces afin de, on va dire, prendre l'ascendant et prendre le pouvoir indirectement aussi dans un État voisin. Même pas voisin, parce qu'en plus, il y a quand même une sacrée distance avec le Venezuela, on rappelle toute la partie des Caraïbes. Quand ceci a lieu, qu'est-ce que c'est votre première réaction, vous, en tant que président d'Amnesty International? De l'inquiétude, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Une immense inquiétude, et bien plus que le fait qu'il ait commis cet enlèvement sans l'autorisation de son propre congrès. Ce qui nous inquiète d'abord, c'est qu'il l'a fait sans l'autorisation des instances internationales. Voilà. Donc, il a bafoué
cette opération. Il a bafoué à la fois le droit international et la Charte des Nations Unies, la Charte et les principes qui régissent en fait les questions internationales. Il a donc enlevé sur un territoire étranger un gouvernement en place, aussi horrible soit-il, hein. Il a donc enlevé ces gouvernants au terme d'une opération militaire qui est complètement illégale, en fait, puisqu'il n'est pas sur son territoire et qu'il n'a pas reçu de mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Mhm. Qui plus est, la gravité, elle est liée aussi au fait que cette agression illégale, elle est réalisée par un membre permanent, un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça, du coup, ça donne forcément une gravité importante et ça fait peur. Bien sûr. Parce qu'on se dit qu'à partir du moment où un membre permanent du Conseil de sécurité est capable de faire ça, mais est-ce que ça n'est pas une porte ouverte justement à toutes les velléités de certains gouvernements de balancer le gouvernement voisin. Voilà. Alors, C'est quand même je rappelle, le Conseil de sécurité de l'ONU est composé de 5 membres permanents, 10 tournants, si je me trompe pas, je crois que c'est une dizaine. Les 5 membres permanents étant les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, donc France, Royaume-Uni, Chine, Russie et USA. Voilà, c'est pour un peu resituer à ceux qui nous écoutent. Et à noter qu'en ce moment même, dans ce Conseil de sécurité, il y a la Colombie. Voilà, non mais c'est important par rapport aussi, on va dire, aux tensions entre Trump et le président colombien. Voilà. Et c'est là que se pose une question aussi étant qui est d'ailleurs posée dans le chat, est-ce que des sanctions sont prenables contre un membre permanent du Conseil de sécurité, qui, je rappelle, a un droit de veto, voilà, qui empêche des résolutions de se produire. On a eu ce cas pendant très longtemps récemment avec l'Ukraine et la Russie qui posaient un veto à chaque fois qu'elles le pouvaient. Voilà. Ce que vous soulignez là est bien un défaut évident du système que nous avons aujourd'hui, que nous héritons d'une époque où on ne se posait pas les mêmes questions qu'aujourd'hui, où il y avait forcément un espoir, en tout cas de la part des grandes puissances, un engagement tel au respect des droits de chaque État que probablement les choses n'ont pas été imaginées dans ce sens. Mais aujourd'hui, c'est une vraie question. Le Conseil de sécurité est une instance aujourd'hui inefficace en raison de ce droit de veto que possèdent les membres permanents, en raison aussi d'une représentation qui n'est pas équitable, qui n'est pas juste au regard de l'ensemble des pays sur tous les continents. Donc, cette question du droit de veto est un vrai sujet. Et en tout cas, nous, on l'a déjà évoqué à plusieurs endroits en disant il faut que l'on aille vers une réforme de nos instances et que effectivement, on puisse plus se retrouver dans des situations telles où des violations flagrantes des droits humains ne peuvent pas être sanctionnées parce que les États concernés font partie des sanctionneurs. Voilà. Et là, c'est une question que je me permets de vous poser. Est-ce qu'au final, cette légitimité et cette application du droit international n'était pas aussi due au fait que ces 5 membres permanents étaient d'une certaine façon les garants de ce droit international fut un temps, et qu'aujourd'hui, au final, ce sont peut-être ceux qui profitent le plus de ce dernier et de leur position avec leur droit de veto pour justement appliquer leur impérialisme. La Russie en Ukraine, ou encore les États-Unis récemment, ou la Chine potentiellement avec Taïwan prochainement. Je rappelle que la France et le Royaume-Uni ne font plus usage de leur droit de veto depuis, je crois, les années 80 ou 90. Je me rappelle plus exactement, mais ça fait très longtemps que la France et le Royaume-Uni n'utilisent plus leur droit de veto aujourd'hui. Est-ce que c'est pas censé être ces États qui sont les garants de cette organisation et par extension du droit international ?
En fait, oui, effectivement, c'est comme ça qu'ils se sont positionnés, au moment où le Conseil de sécurité a été monté. Donc, en tout cas, c'était une conviction qui était partagée, enfin une volonté partagée en tout cas, de garantir le respect du droit international sur l'ensemble des continents. Donc, certainement que la conviction était sincère, enfin je l'espère, on peut, très sérieusement le supposer. Et donc les choses ont changé et c'est ça qui est gravissime, aujourd'hui, c'est que les États, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui ont, été partie prenante dans l'élaboration du droit, qui sont positionnés comme des garants du respect du droit, eh bien, aujourd'hui, ces mêmes États piétinent le droit international, pratiquent le double standard, Mhm. c'est-à-dire, on est capable de crier effectivement contre Poutine, et à juste titre, hein, lorsqu'il envahit l'Ukraine, en évoquant le crime d'agression, etc. Bon, on est capable de dire, eh bien oui, s'il vient sur mon territoire, il sera arrêté puisqu'il y a un mandat d'arrêt émis contre lui. Hein. Et de dire, par exemple, pour le Premier ministre israélien, oh ben, en fin de compte, non, s'il vient chez nous, il ne sera pas arrêté puisqu'il dispose chez nous d'une immunité, puisqu'il est encore en exercice en tant que Premier ministre dans son propre pays. Et sans même qualifier non plus les horreurs, les crimes contre l'humanité commis par l'armée israélienne à la demande du gouvernement israélien sur le territoire de Gaza. Donc, on voit bien que les choses ont vraiment, vraiment bougé et on est dans une situation dangereuse parce que, encore une fois, ces États qui ont contribué à l'élaboration du droit sont non seulement en train de le dénigrer, mais ils sont en train de le bafouer et en plus de ça, admettent sans gêne, j'ai envie de dire, le double standard, tentant de le revendiquer avec des arguments qui ne tiennent pas la route en matière de droit international. Ben, je vais même aller plus loin que ça. Je vais prendre une citation de Donald Trump qu'il a fait hier. Sa propre moralité, ma propre moralité est la seule limite à mon pouvoir. Je n'ai pas besoin du droit international. C'était dans une interview qu'il a fait au New York Times. Quand on a le président de la première puissance du monde qui aujourd'hui qu'il n'a pas besoin du droit international, est-ce que indirectement ça n'acte pas, avec tout ce que ça implique, la disparition ou l'effacement de celui-ci vis-à-vis du retour de la loi du plus fort? Parce qu'en fait, c'est ça la question qui se pose derrière, c'est le retour de la Bien loi du plus sûr. fort et des impérialismes. Bien sûr, mais Donald Trump n'a jamais caché justement ses intentions. Il est, il faut le dire, quoi, c'est quelqu'un qui est profondément sexiste, homophobe, raciste, qui prône effectivement la loi du plus fort et du plus riche. Voilà, on va ajouter les deux. Qui prône en fait cette loi comme étant la sienne et donc il écrase de manière évidente tout ce qui se met sur son chemin. Donc ça on le sait. Heureusement, il n'est pas seul. Heureusement, il n'est pas seul. En tant que défenseur du droit international. Et puis, il y a d'autres États qui bougent, et c'est tant mieux. Donc, il faut quand même le dire, parce que quelque part, ça encourage ou ça rassure. Il y a des pays qui s'opposent quand même à ça. Si on revient sur le conflit israélien et territoire palestinien occupé, ce qu'a pu faire l'Afrique du Sud, par exemple, en saisissant la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud, qui il y a quelques années était visée par, voilà, lors de l'apartheid, était visée par une majorité d'États. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent. Et puis, il y a aussi la volonté des peuples. Donc, effectivement, devant ce qui est en train de se passer, on peut tomber les bras et dire le droit international est foutu, on l'enterre, c'est fini. Ou on peut se dire, devant des États défaillants pour respecter le droit et respecter les droits humains, eh bien, le peuple, la société civile,
a aussi sa propre marge de manœuvre. Trump, il n'est pas arrivé au pouvoir tout seul. Non. Il a été élu. Il a été élu, comme d'autres, d'ailleurs, comme d'autres dirigeants qui exercent de manière autoritaire dans leur propre pays. Donc, la société civile a un pouvoir. Et si aujourd'hui la société civile ne s'empare pas de ce pouvoir pour justement défendre ce qui reste du droit international, parce qu'il n'est pas mort, il existe toujours, il doit évoluer, on est d'accord, il y a des choses qui doivent bouger, mais il n'est pas mort et il faut continuer à le défendre. Et là, ça me fait réagir parce que vous parlez de la société civile. J'ai envie de rétorquer, encore faut-il qu'elle soit informée véritablement de ce qu'il se passe. Et là, il y a la question plus large du contrôle des médias, des réseaux de propagande, etc. Et je parle pas spécialement des États-Unis, mais par exemple du côté de la Chine. Voilà. Où la population de la société civile ne se rend peut-être même pas elle-même compte de ce qui se passe du fait du peu d'informations auxquelles elle a accès. Mais cette question de l'accès à l'information, elle est essentielle, effectivement. Et le contrôle de l'information est une des armes puissantes dont disposent tous les dirigeants qui exercent avec des pratiques autoritaires. Tous les dirigeants autoritaires tentent de maîtriser l'information. Vous citez la Chine, mais on peut en citer plein d'autres, y compris ici en Europe. Et on voit aussi cette tendance dans les pays de tradition démocratique, cette tendance non seulement à l'évolution du droit national vers une restriction des libertés individuelles, une restriction des libertés fondamentales, mais on voit aussi, de manière parallèle, un accaparement, en fait, du monde médiatique, de manière à maîtriser l'information, parce que la maîtrise de l'information permet aussi de faire évoluer les lois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer partout, bien entendu. Je me permets même d'élargir par-delà les médias. J'inclurai aussi la question des réseaux sociaux. Parce que c'est autre chose que les médias, mais le contrôle par X d'Elon Musk et la campagne pro-AFP en Allemagne, par exemple, les campagnes qui vont soutenir et d'un point de vue algorithmique mettre énormément en avant certains candidats. Il y a aussi TikTok, vous vous rappelez forcément avec ce qui s'était passé, c'était en Roumanie, je crois, où le premier tour avait été annulé. Voilà, il y a énormément de sujets avec les réseaux sociaux aussi et la façon dont ils sont utilisés par les personnes qui les dirigent. Non, mais la question des réseaux sociaux est extrêmement importante. Vous avez tout à fait d'une certaine raison. façon, on est ici sur un réseau social. On est sur Twitch, détenu par c'est Jeff Bezos, si je me trompe pas. Amazon. Voilà. Et donc, du coup, oui, les marges de manœuvre des antidroits, de ceux qui luttent contre les antidroits, je mesure mes mots, mais c'est important. Aujourd'hui, on ne travaille plus uniquement pour faire avancer nos droits, on travaille pour contrer les personnes qui sont anti-droits et qui veulent donc nous enlever les droits dont nous disposons déjà. Donc, il faut non seulement lutter pour ceux qu'on n'a pas encore, mais il faut aussi lutter pour garder ceux que nous avons. Donc, on est dans cette ambiance-là au niveau mondial. Donc, la problématique des droits humains, la crise des droits humains, elle est mondiale. On a dérivé depuis une dizaine d'années, et puis voilà, en 2024, 2025, notamment en lien avec les conflits armés qui ont eu lieu sur la planète, je pense essentiellement à l'Ukraine et à Gaza. Sachant qu'on rappelle que l'Ukraine, c'est même 2014, si je me rappelle bien, la première attaque avec l'Euromaidan. Oui, sur la Crimée. Oui. Donc, mais ces deux conflits-là, en fait, ont été l'occasion l'occasion pour des grandes puissances telles que les États-Unis, mais pas que, de laisser bafouer ouvertement le droit international, donc sans réagir, sans possibilité en fait de véritablement condamner les auteurs, avec le double standard que je soulignais tout à l'heure. Donc
Ces 2 conflits ont en fait précipité la situation de la dégradation des droits humains, considérée aujourd'hui par un Trump, ou par un Poutine, voilà, mais pas que d'eux, comme Bien sûr. étant, voilà, quelque chose de négligeable, puisque de toute façon ça bloque leurs souhaits, leurs projets, ben, voilà, forcément c'est quelque chose qu'il faut ignorer. Donc on est vraiment dans une période très particulière et encore une fois, dans une crise des droits humains qu'il nous faut considérer, nous tous, société civile, avec le handicap que vous soulignez, parce qu'on n'a pas tous et toutes accès aux informations. Donc, du coup, il faut aussi aller vers ceux qui ne disposent pas pour essayer de faire passer les choses. Il faut investir les réseaux sociaux, il faut investir les médias pour faire entendre une autre voix que celles qui aujourd'hui, voilà, font valoir la force et la puissance de l'argent. Et bah, du coup, là, vous parliez des droits de l'homme de manière générale avant. Il y a Christelle qui pose la question sur la France. La France, est-ce qu'elle est aujourd'hui toujours le pays des droits de l'homme avec un grand H? Ne pas exprimer la volonté d'appliquer ou de faire respecter le droit international, peut-on encore dire que la France est le pays des droits de l'homme? Alors la France n'est pas le pays des droits de l'homme. La France est le pays où la Déclaration des droits de l'homme a été élaborée. Donc, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme et non pas le pays des droits de l'homme. Parce que la France n'a jamais été complètement exemplaire en matière de respect des droits humains. Voilà, on a toujours eu des choses à dire, bien entendu, sans aucune mesure avec d'autres États qui se sont montrés beaucoup, beaucoup plus, bien entendu, irrespectueux de ces droits. Mais en tout cas, pour revenir à la question, la France, sur ces dernières années, dérive aussi en matière de respect des droits humains. Nous avons une régression des droits humains en France, c'est évident. Donc, une régression du droit à la liberté d'expression, ou à la liberté de manifestation, à la liberté d'association. Les associations qui ont été dissoutes ou celles qui ont failli être dissoutes parce que le ministre de l'Intérieur le souhaitait, Pensez au dans soulèvement de un la é Terre, j'imagine. comment? Les soulèvements de la Terre, j'imagine, Voilà, notamment. voilà, voilà, avec en plus un dispositif, réglementaire en France qui est totalement, à l'opposé du droit international, qui veut que la dissolution d'une association, c'est la dernière des sanctions quand vraiment une association ne respecte pas de manière évidente la loi, les droits des autres concitoyens. Là, en France, on peut dissoudre une association uniquement parce que le ministre de l'Intérieur le demande, c'est discuté en Conseil des ministres, et puis ça y est, c'est fait, quoi. Et Autrement dit, il n'y a pas de décision d'un tribunal avant, ce qui n'est pas le cas dans les prescriptions du droit international. d'accord. Donc, je parle du droit d'association parce que c'est conséquent, mais je pense aussi au droit de manifestation. Enfin, les manifestants solidaires du peuple palestinien ont été réprimés en France, ont été empêchés. Des gens ont voulu se rendre à des rassemblements, ils ont été arrêtés uniquement parce qu'ils avaient un pins avec le drapeau palestinien sur leur veste. Pour le coup, moi, je suis en région Occitanie, c'était une des régions où la présidente était la plus intransigeante sur le sujet. La présidente socialiste Carole Delga qui ne voulait pas de manifestations pro-palestiniennes dans la région, hein, quand elle le pouvait, en tout cas. Voilà, mais là, quand je dis ça, je n'en ai pas uniquement après le gouvernement français. Je veux dire, il y a de toute façon eu en France une telle polarisation sur la question, voilà, que ça a été compliqué partout. Mais il y a eu des ordres qui ont été donnés aux préfectures. Il y a des ordres qui ont été donc donnés aux forces de l'ordre pour arrêter des gens pacifiques qui venaient simplement témoigner de leur solidarité. Et sur un autre sujet, je pense aussi aux défenseurs des droits de l'environnement. Les fameux défenseurs je pense aux méga-bassines, par exemple, où en dehors de tout ce qui s'est passé lors de ces fameuses manifestations, on a traité les manifestants d'éco-terroristes. Mhm.
voilà, on voit bien que, on est dans une comment dire? Dans la criminalisation, la stigmatisation des gens qui en fait, manifestent, revendiquent des questions qui gênent le pouvoir en place ou qui gênent, enfin la politique menée par l'ensemble, des élus, dans le pays. Donc, ça c'est quelque chose qui est vraiment important à considérer quoi, on empêche des manifestations en France. Oui. On les interdit. Mmh. Et là, je vais essayer de peut-être essayer de retourner vers la partie Venezuela parce que c'est vrai qu'on a encore énormément de choses à dire. J'ai FBA qui pose une question et là, du coup, ça va aussi vous permettre de rebondir sur les droits humains au Venezuela. Doit-on arbitrer entre le principe de non-ingérence et le respect des droits humains où les droits humains sont prioritaires quoi qu'il arrive? Ah, c'est une question intéressante que je trouvais et que je voulais vous poser. Alors, je dirais que les droits humains sont prioritaires quoi qu'il arrive. Pour nous, en tout cas, c'est une évidence. Si on prend l'exemple du Venezuela, heu, comme on l'a évoqué tout à l'heure, oui, enfin, Donald Trump a outrepassé ses droits et a violé le droit international, en de nombreux points. Hem Et notamment, au prétexte que le gouvernement, vénézuélien, donc Maduro, voilà, faisait partie, d'un groupe de narcotrafiquants et cetera, donc il violait lui-même les droits humains et tout en évoquant aussi la question des droits humains au Venezuela. Mhm. Donc on se enfin, je veux dire, la violation des droits humains, par Maduro ne peut pas justifier, la violation du droit international par Trump. Mais l'inverse est vrai aussi. Mhm. Donc, heu, aujourd'hui, enfin, on ne peut pas parler du Venezuela en parlant uniquement, des agissements de Trump. Il faut aussi que l'on dise et que l'on continue à dire ce qu'a fait Maduro au peuple vénézuélien. C'est absolument terrible. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je vous ai appelé hier pour vous parler de cette interview, je vous avais cité notamment votre communiqué où je vous expliquais que c'était très intéressant parce que dans ce communiqué, vous condamniez les deux sans pour autant justifier l'un ou l'autre. Et que vous expliquiez les violations graves et crimes contre l'humanité du régime vénézuélien contre sa population. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler de qu'est-ce qui a été répertorié à ce sujet, notamment Oui. Alors, nous travaillons, sur le Venezuela depuis 2014 essentiellement, donc avec, vraiment le relevé de violations importantes des droits humains, de répression notamment, de répression, des opposants politiques, des dissidents ou de ceux qui osent tout simplement, manifester leur mécontentement ou leur désaccord avec le pouvoir en place. Donc, pour, comment dire? Empêcher, faire taire, silencier, toute l'opposition et la dissidence, ce gouvernement, en fait, pratique l'arrestation et la détention arbitraire de manière extrêmement large, nous avons déjà, qualifié ces agissements-là de crimes contre l'humanité parce qu'effectivement, heu il est interdit, d'arrêter et d'enfermer les personnes uniquement parce ce qu'elles disent, ne convient pas, ouais, au pouvoir en si place. je me rappelle bien, c'est 15 000 prisonniers politiques au Venezuela hein, Voilà, actuellement. donc on a, des chiffres effroyables, de personnes, enfermées, donc au titre, effectivement de leur, de l'expression de leur opposition, au gouvernement en place, donc des défenseurs des droits, des journalistes, voilà, des avocats, enfin voilà, un nombre effroyable de personnes enfermées en plus dans des conditions, terribles puisque les prisons vénézuéliennes et donc on a des échos notamment de la prison de Caracas, qui est particulièrement, connue pour ses conditions, difficiles, d'enfermement. Voilà, donc tous ces gens sont enfermés, hem et
je vais dire la réélection, mais je vais les mettre entre guillemets, j'y Oui, reviens, de Maduro en 2024, ces arrestations, ces détentions se sont intensifiées encore, parce que rien que le fait de manifester dans la rue pour contester l'interprétation des résultats de l'élection, ben, voilà, vous valez une arrestation et une détention. Donc, en 2024, des élections ont eu lieu au Venezuela. Maduro a déclaré être vainqueur de ces élections sans qu'il n'ait jamais été possible d'avoir les preuves formelles de cette victoire, qui était par ailleurs revendiquée par son adversaire politique, qui lui a été enfermé, voilà, comme un certain nombre d'autres opposants politiques. Donc on est vraiment dans le cadre d'un gouvernement autoritaire qui s'octroie tous les droits, y compris celui de faire taire ses adversaires. Et donc, ça fait longtemps que l'on réclame la libération de ces personnes. Alors, il y a eu un certain nombre de libérations qui ont eu lieu à Noël d'accord. et au Nouvel An, donc avant l'opération américaine. Et j'ai vu Euh, passer quelques libérations aussi depuis quelques jours, là, depuis voilà. Et la là, chute de il y Maduro. a, je pense que Et je c'était... précise bien la chute de Maduro, pas du régime. C'est important de Ouais, rappeler aussi cette nuance. voilà. Le régime demeure aujourd'hui encore. Et tout à fait. Et c'est ce qu'effectivement j'allais évoquer, c'est-à-dire que Maduro a beau avoir été retiré, lui et son épouse, il reste donc aujourd'hui, l'intérim de la présidence est assuré par Madame Rodriguez, qui fait partie de l'équipe de Maduro et qui, elle aussi, a été impliquée dans les arrestations Mhm. et les détentions arbitraires des opposants. Donc, il y a un petit nombre de prisonniers qui ont été libérés là ces jours-ci, donc, dont des noms importants. Donc, il y a Rocio San Miguel, par exemple, qui est une prisonnière d'opinion qui est très connue au Venezuela. Donc, ils ont, je pense, aussi voulu probablement marquer ces libérations. Il y a des ressortissants espagnols, il y a un leader politique, il y a un journaliste. Bon, ok, c'est bien, on ne peut être que soulagé que ces personnes soient, et que se féliciter que ces personnes aient été libérées. Mais il y en a encore des milliers. Mhm. Et donc, que va faire ce gouvernement-là? Et ce, d'autant qu'il a été annoncé au peuple vénézuélien que ceux et celles qui manifesteraient un quelconque soutien à ce qu'a fait, enfin, à l'enlèvement de Maduro, à ce qu'a fait Trump, eh bien, seraient considérés comme, voilà, je ne sais plus quel terme ils ont employé, mais en tout cas, seraient arrêtés et seraient emprisonnés et Et risqueraient des années de prison, voire plus, quoi. d'ailleurs, c'est ce qu'expliquait un journaliste vénézuélien exilé du Figaro, enfin de Libération, qu'on a lu il y a quelques jours. Comme quoi, oui, on voit des images de Lias, mais les images de Lias, on les voit chez les 8 millions de Vénézuéliens qui sont exilés, parce qu'au Mmh. Venezuela, aujourd'hui, demeure encore la peur du régime et que personne n'ose encore aller dans la rue pour fêter le départ de Maduro, même si pour autant il ne fête pas l'arrivée des États-Unis. Complètement, c'est tout à fait ça. Et Parce que donc pour nous rappel, sommes... les Venezuela, c'est 28 millions d'habitants, mais Mmh. c'est aussi 8 millions d'exilés au travers de l'Amérique du C'est ça. Sud, des États-Unis et de l'Espagne. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et donc, effectivement, je souligne encore davantage ce que vous venez de dire. Et donc, nous sommes en contact avec notre section Amnesty au Venezuela, parce qu'il y a une section Mhm. Amnesty au Venezuela. Et c'est aussi ce que nous rapportent, en fait, nos collègues de là-bas en disant, mais en fait, personne n'ose bouger, quoi. Il y a une telle peur de la répression que voilà, les Vénézuéliens sur place sont vraiment paralysés et attendent en fait de voir ce qui va se passer. Voilà. Et que oui, ce sont les Vénézuéliens extérieurs qui se réjouissent, bien sûr. Encore une fois, on est vraiment dans une situation des droits humains des plus déplorables sur le pays, et ça n'est pas que d'hier, quoi. Oui, bien sûr. Et alors là, la question aussi, c'est maintenant ce qui va se passer après. On sait que maintenant, du coup, Nicolas Maduro va être jugé dans l'État de New York. Donc il pourrait être blanchi comme, enfin innocenté comme condamné, hein. Mais la question demeure de ce que va faire Trump après. Pourquoi? Parce que hier matin, Donald Trump annonce à 7 heures du matin heure française,
je vais bombarder le territoire terrestre du Mexique pour lutter contre les narcotrafiquants. Il annonce que d'ici 2 mois, il va s'occuper du Groenland. Il annonçait il y a quelques mois encore qu'il voulait que le Canada devienne le 51e État américain, ou qu'il allait attaquer la Colombie, ou ceci ou cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, non, pas qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que le droit international peut encore faire face aux velléités impérialistes d'un Donald Trump qui aujourd'hui a le sentiment que tout lui est permis, en tout cas dans ses déclarations. Oui, on en revient en fait à ce qu'on a pu évoquer en Mhm. début de cet entretien, quoi. C'est-à-dire face à quelqu'un qui se moque totalement du droit international et qui ne reconnaît que sa propre loi, on va dire ça comme ça. Effectivement, que peut-on faire alors que sa position de président des États-Unis, eh bien, paralyse aussi le monde, quoi. Mhm. Euh, Peut-on faire reculer Donald Trump? En fait, c'est ça la question. Ouais. Euh, pour faire reculer Donald Trump, il faudrait certainement un peu plus de courage que n'en ont les États aujourd'hui. Le droit international reste un repère intéressant à revendiquer. Et en fait, on n'en dispose pas vraiment d'autres d'ailleurs. Oui. Voilà. On dispose donc de ce droit international et on peut le revendiquer pour empêcher Trump. De quelle manière l'empêcher? Ça reste une question à laquelle moi je ne peux pas répondre, je n'en sais rien. Mais j'ai envie du coup de vous répéter la phrase que j'évoquais tout à l'heure. Le droit international ne vaut que par la volonté des droits de le faire des États de le faire respecter. Si les autres États en dehors des États-Unis aujourd'hui ont cette volonté de faire respecter le droit international, ils ont possibilité de le faire. Le feront-ils alors que derrière, il y a aussi des enjeux économiques et financiers importants? Voilà. Le feront-ils? Voilà, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, oui, on peut le faire. Parce que, là, par exemple, enfin, une des questions qui se pose avec les États-Unis, ça va être l'Alliance Atlantique, à l'OTAN, l'Alliance de l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, on a beau, enfin, moi c'est de l'analyse que j'en fais. Aujourd'hui, on aura beau condamner les déclarations de Trump sur le Groenland, par exemple, qui parmi les pays européens ira attaquer les États-Unis si les États-Unis attaquent le Groenland? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai le sentiment que on a, enfin, je vais dire aboyer parce que derrière il y aura rien. Parce que derrière, il n'y a pas, Les capacités, il oui. y a pas de capacité, il n'y a pas de force suffisante pour s'y opposer. Après, voilà, moi, je ne suis pas géopoliticienne, mais il faudrait leur poser la question. Mais la question de la position de la Chine n'est pas non plus inintéressante, même si je la mets vraiment entre guillemets, parce que le, le gouvernement chinois, c'est aussi en matière des droits humains, voilà, absolument terrible. Mais il y a voilà, il y a des contre-pouvoirs, si je puis dire, à travers le monde qui peuvent aussi changer la donne. On l'a vu, si je fais une comparaison qui est peut-être pas très heureuse, mais pour qu'on puisse se dire que jamais rien n'est foutu d'avance. Évoquons les fameux droits de douane absolument Oui. exorbitants que Donald Trump voulait imposer. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas des choses qui sont bien entendu très ennuyeuses et qui sont à reconsidérer, mais il n'a pas pu aller jusqu'où il le voulait. Parce qu'il y a eu aussi, à un moment donné, des résistances. Et dès lors que son propre intérêt en était atteint, eh bien, voilà, il a fait marche arrière. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire valoir aujourd'hui à un Donald Trump qui veut envahir le Groenland et qui se fout absolument Oui. du droit, des droits humains des habitants du Groenland, parce que c'est quand même bien de eux dont il s'agit, qui, d'après ce que j'ai pu lire, sont à 85% contre. Opposé, oui.
opposés à devenir américains, mais une grosse majorité sont aussi contre le fait d'être aujourd'hui Danois. danois. Donc ça aussi, c'est important de le dire. Donc Oui, il y voilà. a des tentatives d'achat, hein, clairement. Là, une des informations qui venait de tomber, c'était que Trump, en plus de donner de l'argent au Danemark pour acheter le Groenland, Mm, était prêt à donner plus de 100 000 dollars à chaque Groenlandais. Voilà, mm, donc il y a un mm, vrai sujet. Et moi, je trouve ça mm, intéressant, et on va en parler après cette interview, parce qu'on va parler du rôle de l'argent dans l'élection de Trump avec Musk, etc. Et on voit que l'argent est encore, est un énorme levier de pouvoir, même pour ce genre de choses. bien Euh, sûr, bien sûr. Moi, pour le coup, ce qui s'est passé, avec ce qui s'est passé le 3, vous allez me dire ce que vous en pensez. Une de mes premières inquiétudes, ça a été de suite de penser en me disant, bon, Taïwan aujourd'hui, Mm. qu'est-ce qui empêcherait encore les Chinois de faire ce qu'ils veulent avec Taïwan au vu Mm. de ce qui vient d'arriver au Venezuela? Est-ce que vous n'avez pas rapidement aussi pensé à Taïwan très rapidement, du coup, quand vous Je, avez je appris? vais vous faire, je vais vous faire l'aveu, j'y ai pensé immédiatement, Oui, d'accord. tout comme vous, parce que, comme on le disait tout à l'heure, voilà, un membre permanent du Conseil de sécurité qui s'autorise voilà, cet acte, eh bien, ouvre la porte à ceux qui en rêvent depuis des décennies et qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas pu, par crainte Mhm. justement, d'être mis au banc et d'être attaqués par d'autres pays. Donc, c'est pour ça aussi que c'est extrêmement important de montrer les réactions du monde au regard de ce que Trump a fait. C'est particulièrement important parce que si effectivement on le laisse faire et comme on l'a vu aussi chez nous, ça a été en partie rattrapé, mais même pas de condamnation en fait Mhm. officielle de l'acte d'enlèvement de Maduro. Mais oui, ça veut dire que bah oui, tu as contrevenu au droit international, tu as fait quelque chose qui est illégal, mais c'est pas grave, quoi. Euh, c'est pas grave, on te laisse faire parce que tu as enlevé un dictateur. Ok. Alors Mais, ça, moi, c'est quelque chose que je trouve très particulier parce que autant les Européens ont la position de dire ça fait un dictateur de moins, c'est clairement la position de l'Union européenne, hein, autant Donald Trump a expliqué qu'il jamais il est intervenu au Venezuela pour la démocratie. Il y va mhm. pour le pétrole et il l'a toujours dit. Il a jamais revendiqué même d'y aller pour la démocratie. Enfin, c'est pour ça que moi j'ai trouvé cette réaction assez incroyable parce que enfin, ça ne va même pas en accord avec avec ce que dit Trump, qui pour le coup met ses gros sabots et dit les choses comme il les pense, hein. Ça, Oui, oui, il n'a jamais caché que ce qui l'intéressait au Venezuela, c'était le pétrole, bien entendu, et puis sa guerre non aux narcotrafic, ouais. narcotrafiquants, voilà, avec des accusations qui ne semblent pas être d'ailleurs toutes reconnues. Donc, enfin bon, voilà, lui, il fait ce qu'il veut et comme il le veut. Donc, nous, ça nous arrange peut-être, je dis nous, c'est nous les Européens, ça nous arrange peut-être de dire ouf, comment dire, fait tomber un dictateur. Euh, donc, ouf, oui, un soulagement, ouf, Maduro n'est plus là. Reste à savoir si le fait qu'il ne soit plus là, les choses vont changer ou pas. Mhm. Et en tout cas, si on ne dit rien, elle ne risque pas de changer. Mais pour autant, ça résout pas ça résout pas le problème, quoi. Bien sûr. Que dit le peuple vénézuélien? Que souhaite le peuple vénézuélien? C'est ça qui est important, c'est son territoire, c'est son pays. Et en fait, ben, le peuple vénézuélien, on l'a dit aussi aujourd'hui, ben, ne peut même pas parler, ne peut toujours pas parler. Oui. Et je rappellerai aussi le retrait annoncé avant-hier des États-Unis de 66 accords ou traités internationaux, dont 33 issus de l'ONU, hein. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi un affaiblissement de ces organismes que de voir le départ des États-Unis? C'est une des questions de Cécile. Le départ des États-Unis de où? J'ai pas Bah, de compris votre ces question. organismes internationaux, Ah oui, ces traités, etc., dont bien 33, je sûr. rappelle, étaient des initiatives de l'ONU. Bien sûr, bien sûr. Le départ des États-Unis de tout cela met en danger
ces mêmes traités, ces mêmes organismes. On l'a vu notamment avec l'Organisation mondiale de la santé, qui a été duquel Trump a très rapidement retiré les États-Unis. L'OMS est en danger. Et l'ONU aujourd'hui a perdu aussi des financements, et l'ONU est dans une crise financière extrêmement importante. Bien sûr que ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, soit on se dit, c'est la cata, c'est la fin, et puis c'est tout, on ne peut plus rien, soit on continue à se battre, et vous l'avez compris, on est plutôt de ce côté-là, on continue à se battre, il faut résister, il ne faut pas laisser les choses se faire ainsi sans les dénoncer. Donc, à quelque niveau que ce soit, je veux dire, on a tous et toutes un rôle à jouer. Mais c'est la question de Psychoto, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen lambda? Chaque personne, chaque individu, chaque citoyen, citoyenne a le pouvoir, a son propre pouvoir d'agir. Voilà. Nous avons un pouvoir d'agir dans notre entourage, déjà, parce que la question, les tendances anti-droit, aujourd'hui, on les rencontre aussi près de chez nous, au supermarché, à l'école, je ne sais où. Voilà. Donc, on a aussi le pouvoir de choisir, puisqu'on peut voter. Et on a aussi le pouvoir, si on ne veut pas agir à titre personnel, ou si on veut plus qu'agir à titre personnel, on peut aussi s'engager dans des associations. Bien sûr, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Nous avons, nous, à Amnesty, y compris d'ailleurs des structures en ligne qui permettent de travailler avec nous, d'écrire, de signer des pétitions, de faire passer des messages, parce que, vous l'avez dit, l'information aujourd'hui, il faut la répéter, il faut sans arrêt la renouveler, parce que les algorithmes ne sont pas en notre faveur, c'est une évidence. Hein. Donc, je dirais, il y a plein de choses à faire, mais si on arrive aujourd'hui à considérer que c'est la société civile aujourd'hui qui peut faire bouger les choses, parce que vous l'avez bien compris, nos gouvernements ne bougent pas pour plein de raisons, il faut pousser. Et donc, poussons autour de nous, auprès de nous, poussons avec d'autres, en collectif, avec des associations. Il y a des associations qui se regroupent aussi. Nous, on travaille de plus en plus avec d'autres associations, parce que plus on est nombreux et plus on a de la force. Et il y a quand même, voilà, on pourrait passer du temps aussi à les citer, mais il y a aussi des victoires que nous avons obtenues, que la population, que la société civile a obtenues. D'accord. Et ça, voilà, il faut y aller. Bah écoutez, je pense que on arrive à 1 heure de notre échange. Je pense que vous avez fait une parfaite conclusion sur l'engagement de chaque citoyen. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente, de votre présence. Vraiment, c'était très Merci intéressant. beaucoup. J'espère que vous avez apprécié l'échange également. En tout cas, je Tout peux à vous fait. assurer que tout le monde dans le chat a beaucoup apprécié. Merci pour vos réponses. Encore une fois, meilleurs vœux pour cette année 2026 et plein de bonnes choses malgré des actualités qui peuvent sembler assez désespérantes. Voilà. Ne jamais désespérer et ne jamais rien lâcher. Voilà. Merci à vous, Merci à vous, un Madame grand Sabine merci. Barras. C'était un moment effectivement aussi très intéressant pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir.